Voyons à présent le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin. 9h, c'est l'invité de la matinale. Florian Philippot, député européen, vice-président du Front National. Se réjouit-il des bons sondages publiés par Ipsos hier? Est-il confiant sur une victoire en 2017 malgré le plafond de verre? Marine Le Pen peut-elle lisser son image et faire référence à De Gaulle sans perdre ses électeurs? Patrick Buisson affirme que Nicolas Sarkozy l'a mandaté pour rencontrer Jean-Marie Le Pen en 2007. A-t-il eu vent de ce rendez-vous? Nous allons lui poser toutes ces questions. À 9h15, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vice-président du Front National. Une réaction d'abord aux révélations de Patrick Buisson ce matin. Dans un livre, il affirme que Nicolas Sarkozy l'a mandaté pour rencontrer Jean-Marie Le Pen en 2007. Est-ce que vous avez eu vent de ce rendez-vous? Il parle de valeurs communes avec le FN. Alors non, moi je n'étais absolument pas au courant. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas au courant. Après, Patrick Buisson et Jean-Marie Le Pen se connaissent depuis longtemps, donc nous verrons bien. Mais moi, je suis arrivé 4 ans après, 4 ans plus tard au Front National, et je crois que Jean-Marie Le Pen est assez secret. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on apprend au passage sur cet épisode que c'est une sorte de confirmation. Les parrainages de maires pour être candidat à l'élection présidentielle sont utilisés comme une arme, en réalité, pour qualifier ou disqualifier un candidat. Qualifier un candidat qui peut vous arranger ou disqualifier un candidat dont vous ne voulez pas. Et donc on apprend que là, il faut donner 50 parrainages. C'est une rupture totale. Vous avez toujours eu vos parrainages, finalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consigne particulière. De manière, ça a été, alors ça ne sera pas le cas cette fois-ci parce que nous avons le nombre d'élus suffisant, mais ça a été extrêmement difficile à chaque fois. Et on voit bien qu'il y a une rupture avec normalement ce qui était l'esprit de notre Constitution. Les parrainages de maires, les signatures de maires étaient faits pour éviter les candidatures fantaisistes. Pour revenir sur ce que Or là, dit, on voit que le système les utilise pour qualifier ou disqualifier les candidats. Ça, pour revenir sur ce que dit Patrick Buisson, est-ce que vous trouvez qu'il y a des valeurs communes avec le Front National? C'est ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy à Patrick Buisson. Non, moi je n'ai aucune valeur commune avec Nicolas Sarkozy, que les choses soient claires. Sarkozy est un européiste, immigrationniste, communautariste, ultralibéral. Je suis à peu près l'inverse. Moi je suis patriote, je crois en l'indépendance, en la souveraineté nationale, je suis profondément démocrate. Sarkozy, lui, il annule les référendums comme il l'a fait sur la Constitution européenne. Nous, on veut faire des référendums et évidemment, si on les fait, c'est pour les respecter. Et nous croyons qu'il faut arrêter l'immigration et non pas l'organiser de manière intensive comme l'avait fait Sarkozy. Après, Sarkozy parfois utilise des mots en campagne électorale, ça fait 15 ans qu'il fait cela, qui ressemblent à ceux du Front National. Karcher, etc. Bon, il a fait ça en 2005, 2007, il recommence. Ça a marché une fois en 2007 et depuis ça ne marche plus. C'est normal parce que les Français ont vu l'écart entre le discours et les actes. Autre question sur le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a explosé au mois d'août, plus 50 200, plus 1,4%. On va écouter Myriam El Khomri qui s'est exprimée à ce sujet ce matin. En effet, il y a eu une forme de trou d'air au mois d'août. La tendance depuis le début de l'année était à la baisse du chômage. Pourquoi nous avons eu un trou d'air au mois d'août? Il y a en effet une saison touristique qui a été compliquée dans notre pays au mois d'août. L'hôtellerie, la restauration, les commerces de loisirs ont été impactés. Et, permettez-moi de le signaler ici, les chiffres de septembre sont plus rassurants aussi en la matière. Est-ce que vous pensez qu'effectivement on peut attribuer cette hausse du chômage aux attentats du mois de juillet? Il est certain que les attentats ont dégradé la situation, notamment dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, on l'imagine bien. Mais on ne peut pas se contenter de cette explication, parce que c'est une tendance de long terme. Le chômage en France, il est massif et il augmente massivement. Voilà. Alors, quand on voit une ministre du Travail ou un gouvernement qui se résout à ce type d'explication, on n'est pas rassuré. En réalité, il n'y a pas de réflexion de fond sur la politique économique qui est menée. Est-ce que c'est une politique qui va dans le sens de la création de richesses en France, de la création d'emplois, de la réindustrialisation nécessaire, une nouvelle industrie innovante et moderne, celle qui créerait de l'activité et de l'emploi? Non, bien sûr que non. Il y a eu quand même le crédit impôt compétitivité emploi pour faire repartir l'industrie, les entreprises. Oui, mais qui a été capté d'ailleurs essentiellement par des grosses structures qui n'en avaient pas forcément besoin, au détriment des PME, des PMI qui, elles, auraient besoin d'être beaucoup plus soutenues, y compris par une fiscalité plus juste, plus progressive et donc moins lourde pour elles. Vous voyez, tout ça, c'est pas mis en place. Par ailleurs, est-ce qu'on a une stratégie face à la concurrence internationale déloyale? Il y a des pays qui ont des stratégies. Les États-Unis, ils ont une stratégie. La Corée du Sud ont une stratégie. Le constat, c'est que le chômage ne baisse pas. François Hollande a conditionné une éventuelle candidature à l'inversion de la courbe. Est-ce que pour vous, on est dans une situation d'empêchement pour le président de la République? Mais de toute façon, s'il est cohérent, oui, il ne pourra pas
pas se présenter. Maintenant, il fait tout pour pouvoir se présenter, quitte à tordre les mois où il le peut, où l'augmentation est plus faible, à tordre les chiffres du chômage, puisqu'on sait qu'il avait basculé une partie des catégories A vers les catégories E à l'intérieur des chômeurs. Mais on doit avoir une grande réflexion, notamment sur les politiques de l'Union européenne. On a une monnaie qui n'est pas adaptée, le FMI nous l'a dit dans un rapport au mois d'août, beaucoup trop forte pour la France, pas assez forte pour l'Allemagne, ce qui fait que par rapport à l'Allemagne, eh bien nous on souffre de 20% de perte de compétitivité en permanence, du matin au soir, on est 20% moins compétitif que l'Allemagne, rien qu'à cause de l'euro et de la monnaie, et puis on n'a pas de capacité de faire du patriotisme économique. Je pense que ceux qui sont en train de manifester pour Alstom s'en rendent bien compte, on ne peut pas obliger chez nous la puissance publique, les entreprises publiques, les services publics à acheter prioritairement du Made in France, à acheter prioritairement français. On en souffre également. Ce sont ces instruments-là qu'il faut modifier profondément. Ça suppose de retrouver notre indépendance par rapport aux dogmes de l'Union européenne. On va parler de Calais. François Hollande était à Calais hier et il a promis le démantèlement de la jungle avant la fin de l'année. Est-ce que vous saluez cette décision ? J'y vois évidemment une annonce électorale. Je n'oublie pas qu'on nous avait promis aussi l'évacuation d'une partie de la jungle en février dernier déjà, et que ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas été durable, parce que c'est le tonneau des Danaïdes. Même si là, il vide la jungle provisoirement et qu'il la disperse en quelque sorte un peu partout en France, dans des villes, dans des villages qui vont accueillir malgré eux des migrants. Ça, c'est le plan de Bernard Cazeneuve, vivement critiqué par l'élu du Nord frontiste Steve Briouat. Oui, bien sûr. Vous proposez quoi, vous, alors, pour démanteler Calais ? On va faire ça, et entre-temps, la jungle de Calais va de nouveau se remplir, puisque nos frontières sont grandes ouvertes, qu'on n'en a pas à cause de Schengen et des politiques de l'UMP et du Parti Socialiste. Nous disons il faut retrouver nos frontières nationales d'abord. Et il faut expulser... C'est le cas depuis novembre 2015, il y a un rétablissement du contrôle aux frontières. Non, on est toujours dans Schengen. Il y a eu des mesures très ponctuelles. Entre-temps, moi j'ai entendu le président de la République et tous les élus de l'UMPS nous expliquer que les frontières c'était le diable. Donc il faudrait savoir, soit on considère que c'est une protection, soit on considère que c'est le diable. Nous considérons que c'est une protection. Et puis tant que la France n'est pas sortie de Schengen, elle ne maîtrise pas ses frontières. Il faut aussi rétablir une infrastructure de douane qui a été détruite notamment beaucoup par Sarkozy. Sarkozy, je le rappelle, avait supprimé 2000 postes de douaniers quand il était président de la République. Les demandeurs d'asile, ils sont déjà sur le sol français, c'est 10 000 les clandestins, migrants. Il faut les expulser, ils n'ont rien à faire en France, beaucoup ne le sont pas. Ou alors les anciens demandeurs d'asile qui ont été déboutés du droit d'asile, comme on dit, ne doivent pas rester en France. Or, la Cour des comptes nous a appris que 96% d'entre eux restaient en France, ce qui est totalement illégal. Ils doivent être reconduits également dans leur pays, puisqu'ils n'ont pas eu l'asile. Et quant aux demandeurs d'asile en eux-mêmes, écoutez, il faut restreindre considérablement les critères de l'asile. Aujourd'hui, ça veut dire que ceux qui fuient leur pays en guerre n'ont pas forcément vocation à demander l'asile en France ? Le problème, c'est qu'on a dévoyé complètement l'asile. L'asile, c'était extrêmement précis et restreint. Et aujourd'hui, vous pouvez être réfugié économique, réfugié climatique, etc. Ou alors, vous fuyez un pays, vous fuyez un gouvernement, par exemple en Syrie, mais parce que vous êtes fondamentaliste islamiste. Aujourd'hui, qui est combattu en Syrie ? Daesh. Donc, est-ce qu'on va accueillir les combattants de Daesh sous prétexte qu'ils sont combattus ? Il y a beaucoup de chrétiens de Syrie, qui fuient à cause de la guerre là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On les renvoie dans un pays en guerre ? Attendez, le droit de l'asile, il est précis. Vous devez fuir un gouvernement qui vous persécute. En Syrie, les chrétiens ne sont pas du tout persécutés par le gouvernement, au contraire. Et s'il y en a bien un qui a beaucoup de défauts, mais au moins protège les minorités, notamment les chrétiens, c'est le gouvernement syrien. Donc on les renvoie dans le pays au risque de se faire tuer. Par l'État islamique et Daesh. Non, moi j'aimerais qu'on puisse les aider là-bas. J'aimerais qu'on puisse investir avec l'ONU dans des campements humanitaires, des campements de réfugiés, beaucoup plus qu'on ne le fait, et que les dossiers d'asile soient traités sur place, mais pas en France. Vous croyez que c'est possible à Alep, par exemple, aujourd'hui, où la ville est complètement assiégée ? On peut parfaitement mettre en place des campements humanitaires pour traiter l'asile, pas forcément à Alep même, mais on peut trouver dans la zone du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique des endroits où il faudra le faire. De toute façon, il faudra bien qu'on y arrive. On ne va pas arriver à saturation complète en France, à disperser ad vitam aeternam des migrants dans des villes et des villages, dans des communes, des grandes communes, des petits villages, sans que personne soit au courant. Ça pèse sur l'organisation de ces communes, ça a un coût économique et social énorme, et ça crée du communautarisme, ça crée des problèmes avec le voisinage, avec les commerçants. Franchement, moi je trouve que la jungle de Calais, ça n'est pas l'avenir que je souhaite pour la France. Pour être clair, le 24 octobre 2014, Marine Le Pen disait qu'il fallait renvoyer les demandeurs d'asile, même dans un pays en guerre. Est-ce que c'est votre position au Front National ? Oui, vers, je le dis, des campements qui, eux, sont sécurisés. Voilà. Sinon, on s'en sortira pas. Et de toute façon, nous n'avons rien à offrir à ces demandeurs d'asile, à ces migrants, qui s'ajoutent en plus aux 200 000 entrées par an légales, dont on parle plus, mais qui sont quand même là, parce que ça fait 1 million tous les quinquennats. 200 000 entrées légales, ce qui est aussi les accords du Touquet avec la Grande-Bretagne ?
Le problème, il vient pas forcément des accords en eux-mêmes, il vient ensuite que les conséquences et les suites des accords du Touquet n'ont pas été prévues. Donc finalement, on a laissé ce camp s'agglutiner, s'agrandir en permanence, sans qu'on trouve de solution. Eux, les Britanniques, ils ont pris une décision, ils ont décidé avec le Brexit de reprendre leur indépendance pour pouvoir gérer leurs frontières, pouvoir gérer leur politique en général, dans tous les domaines d'ailleurs économiques et migratoires. Je crois qu'ils ont bien fait et qu'on ferait bien de s'en inspirer parce que nous sommes soumis là aussi aux décisions supranationales. Dernière enquête hier dans Le Monde, c'est Vipop Ipsos. Marine Le Pen conforte sa place, elle est en tête du second tour de la présidentielle ou à égalité avec Alain Juppé, suivant que Emmanuel Macron est candidat ou pas. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le FN peut gagner l'élection présidentielle de 2017? Oui, je pense que Marine Le Pen va gagner. Je pense qu'elle va gagner cette élection et qu'elle sera présidente de la République parce que les Français ont compris qu'il y avait un grand choix de société. Est-ce qu'on continue avec les mêmes, avec le président d'hier ou le Premier ministre d'avant-hier? Et pourtant, vous changez ou un est-ce peu votre qu'on stratégie. choisit une politique qui est complètement différente, qui est celle d'un patriotisme assumé mais réel, Et pas pourquoi vous simplement dans changez les de mots comme stratégie, ça alors avant les élections? Pourquoi Marine Le Pen à Fréjus lisse son image, fait référence au général de Gaulle? Ça doit quand même faire fuir des anciens du FN. Mais non, il n'y a pas de changement de stratégie. Il y a l'idée de nous montrer tels que nous sommes. Oui, nous estimons que les valeurs de grandeur, d'indépendance nationale, cette certaine idée de la France dont parlait le général de Gaulle, sont des valeurs modernes. Qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'être indépendant si on veut affronter les grands défis Ça qui n'a sont jamais ceux été les du références monde de Jean-Marie Le actuel. Pen, par exemple. Mais c'est pas le problème. La candidate, c'est Marine Le Pen. Bon, ça vous Enfin, c'est a le pas- même parti. Ça vous a pas échappé? Non, c'est plus le même parti puisqu'il a été exclu du Front National Oui, mais en août c'est 2015. c'est quand même le Front National. Ouais. Peu importe, les choses évoluent, les choses changent. Et il se trouve que nous sommes aujourd'hui absolument persuadés que ces valeurs de résistance qu'incarnait le général de Gaulle, d'indépendance, de grandeur, sont des valeurs modernes. Et nous considérons, si vous voulez, que les Français en ont marre des imposteurs. Ceux qui viennent leur faire des discours électoralistes quelques mois, quelques semaines avant les élections, qui font toujours les mêmes discours, sont toujours les mêmes d'ailleurs, et qui, une fois au pouvoir, les trahissent consciencieusement. Les Français en ont marre. Ils veulent une solution alternative, une proposition alternative, c'est celle de Marine Le Pen, y compris sur des sujets comme l'école. Vous savez, on a fait une convention présidentielle sur l'école et l'enseignement supérieur la semaine dernière. Nous avons défendu cette idée qu'il faut réserver 50% du temps d'enseignement en école primaire à l'apprentissage du français. C'est-à-dire 1 heure sur 2 réservée aux Français. Je pense que c'est indispensable. Et nous devons mettre en place cette politique. Alain Juppé s'est exprimé, lui, au sujet de l'islam. Ce matin, on l'écoute et vous réagissez juste après. Ma position est très claire. Je pars du principe qu'il y a des Français musulmans qui acceptent les lois de la République. Ils sont d'ailleurs, si on en croit l'étude récemment publiée, les 2/3 des Français musulmans. Et bien cela, il faut avec eux conclure un acte solennel sur les grandes valeurs de la République et sur ce que nous entendons, nous, républicains, par la laïcité. Et puis, il y a une minorité très importante, c'est vrai, presque un quart, qui sont à côté des valeurs de la République, qui sont pour la polygamie, pour la charia, etc. Eh bien, il faut leur faire clairement comprendre que ça n'a pas de place en France. L'islam est compatible avec la République, Florent Philippot? Mais c'est si vous voulez, nous parlons à des citoyens. Moi, je suis pas islamologue, je suis pas théologien. Donc, à partir du moment où il y a des Français musulmans, et on le sait qu'il y en a, heureusement, qui respectent les lois de la République, cela prouve qu'on peut parfaitement pratiquer l'islam et en même temps être dans les clous de la République française. Respecter les lois, faire de la femme l'égale de l'homme, respecter la dignité de la femme et la dignité de l'homme. Et c'est un modèle qui doit être généralisé. Alors, Alain Juppé nous dit, oui, il y a un quart qui ne respecte pas cette vision des choses. Ce quart qui ne respecte pas. Ce qui est énorme, ça veut dire plus d'1 million de personnes, probablement. C'est à peu près 28% des musulmans. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait respecter la loi. On explique à ces gens-là qu'il n'y a pas à discuter. On n'est pas là pour négocier avec eux ou quoi que ce soit. Point barre, il y a une loi de la République. Vous la respectez comme n'importe quel autre citoyen français, que vous soyez musulman ou pas. Vous devez respecter la loi de la République. Vous devez respecter la femme. Vous ne devez pas considérer que la femme est un objet qu'on devrait masquer dans l'espace public en l'ensevelissant sous tel ou tel vêtement indigne. Voilà, je pense on supprime le voile dans tout l'espace public. Mais c'est pour ça qu'il faut pas simplement avoir ce discours une fois qu'Alain Juppé a dit ça, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Je veux dire, il faut d'abord dire on arrête d'aggraver le mal en arrêtant l'immigration, parce qu'on sait bien qu'en faisant l'immigration massive, on importe de l'islamisme et on crée des poches islamistes dans nos quartiers et même parfois dans des petits villages de plus en plus. Et ça n'est pas tolérable, donc il faut arrêter l'immigration. Et par ailleurs, il faut avoir une vision revendicative de la laïcité aujourd'hui. Donc il faut accroître la portée de la laïcité républicaine et non pas simplement être en défensive, considérer qu'on doit
doit interdire les signes religieux ostensibles, comme le fait déjà la loi de 2004 pour l'école, dans l'ensemble de l'espace public. Parce Si on qu'aujourd'hui, traverse l'Atlantique, c'est à la République d'avancer et non pas simplement de regarder un peu comme on le fait tous les 5 ans lors des élections, les choses se dégrader et dire ah bah demain ça ira mieux. Non, demain ça n'ira pas mieux si on ne change pas radicalement de politique d'immigration et de politique aux de laïcité. États-Unis, Donald Trump dit qu'il faut expulser les musulmans. Vous approuvez cette vision des choses? Non, je viens de vous expliquer l'inverse. Je viens de vous expliquer qu'on pouvait C'est qui parfaitement votre candidat être français. alors aux États-Unis? Je suis pas américain. Ça vous a pas échappé? Hier, Nicolas Sarkozy a dit qu'il voterait Hillary Clinton. Oui, parce que c'est sa copine. Ah. Oui, lui, il raisonne en copain-copine. Et vous, Hillary Clinton, vous trouvez que c'est une bonne candidate pour l'Amérique? Sarkozy pourrait voter pour le roi d'Arabie Saoudite ou l'émir du Qatar s'il fallait, parce que ce sont ses copains. Il les reçoit, il fait des conférences pour eux, etc. Vous n'avez pas de préférence, vous, dans ce débat? Nous, on est libre et on regarde simplement ce débat du point de vue français. Donc les Américains choisiront selon leurs propres débats, qui sont parfois très éloignés des considérations françaises. Mais du point de vue de la politique... Votre sensibilité ne va pas davantage vers Donald Trump qu'Hillary Clinton? Non, moi je pense que Clinton est dangereuse pour la France. Pour la France. Pourquoi? Parce que déjà, elle veut le traité transatlantique. Vous savez, celui qui nous met des OGM dans les assiettes, du bœuf aux hormones américains. Moi, je n'en veux pas. Et il se trouve que Trump arrêterait les négociations sur le TAFTA. François Hollande aussi, oui. Non, François Hollande n'en a pas le pouvoir. Oui. Non, là, on parle d'un vrai président. Nous, le président n'a plus le pouvoir de le faire. A refusé le TAFTA. Et qu'est-ce que lui a dit Juncker? Que lui a dit l'Union européenne? Que lui a dit l'Allemagne? L'Union européenne lui a dit on continue. On continue parce que vous n'avez plus le pouvoir, vous l'avez transféré à la Commission européenne. C'est elle qui a le pouvoir de négociation commerciale. Donc au moins Trump, donc Trump au moins Trump, il arrête cet épouvantable traité OGM. Donc je trouve que c'est meilleur pour l'intérêt des Français. Et puis sa politique étrangère est plus raisonnable. Il veut discuter et dialoguer notamment au Moyen-Orient, notamment avec la Russie, alors que Clinton a quand même le bombardement facile. Je ne pense pas que le bombardement arrangera les choses. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous ce matin, député européen, vice-président du Front National. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, merci. Et Hillary Clinton se sont affrontés pour un premier duel télévisé aux États-Unis. L'émission attendue par 90 millions d'Américains. Ont-ils été à la hauteur? Qui a gagné ce premier débat? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. Avec mes invités, Laurence Nardon, responsable du programme économique d'Amérique du Nord à l'IFRI. Installez-vous, je vous en prie. Et Christian Mallard, bonjour, vous êtes consultant diplomatique international pour I24 News. Alors, il y a eu... Et CNN, pardon. Il y a eu d'assez vifs passes d'armes hier entre les candidats, Hillary Clinton, Donald Trump. Ils se sont accusés tour à tour de manque de transparence. On les écoute d'abord. Je publierai ma déclaration d'impôt contre la volonté de mon avocat quand elle publiera les 33 000 emails qui ont été supprimés. Dès qu'elle les publiera, je publierai ma déclaration d'impôt. Il me semble que c'est quelque chose que les Américains méritent de voir. Et je n'ai aucune raison de croire qu'il publiera un jour sa déclaration d'impôt parce qu'il cache quelque chose. La question est, si jamais il s'approche de la Maison-Blanche, quels seraient les conflits d'intérêts? À qui doit-il de l'argent? Alors c'était un débat assez musclé. Laurence Nardon, qui a gagné pour vous ce duel? Est-ce qu'il y en a un qui a pris de l'avance sur l'autre? Alors, moi je trouve que ce débat, c'est quand même plutôt bien passé pour Hillary Clinton. En le regardant, ça paraît évident. Et ensuite... L'autre chose intéressante, c'est que immédiatement la presse et les commentaires sur les réseaux sociaux ont été également dans ce sens. Vous savez, quand il y a un débat, il y a la réalité du débat et il y a ce qu'en disent médiatique, les médias et les observateurs après. Et là, les deux vont dans le même sens. Le New York Times ce matin a l'air de dire que c'est elle qui a gagné ce débat. Le New York Times qui a pris position pour Hillary Clinton. De même que le Washington Post, oui. Et pour vous, Christian Mallard, il y a un gagnant, il y a un perdant? Non, moi je pense qu'elle a gagné. Elle a gagné, elle a montré qu'elle était bien préparée, concentrée, qu'elle était expérimentée. Et puis, elle lui a quand même damé le pion. Moi j'ai vu en face d'Hillary Clinton, j'avais l'impression d'avoir, vous savez, on a une expression française, un chien qui va dans un jeu de quilles, qui allait dans tous les sens. Un des propos parfois décousus, incohérents, erratiques. Elle l'a laissé venir, elle l'a piégé, il s'est piégé tout seul. Et c'est vrai que là, il a marqué des points. Moi, ça a conforté un peu les images qu'on avait des deux candidats, une femme plutôt sérieuse, une femme de dossier, et un homme un peu incontrôlable. Une bonne élève de dossier, une bonne élève. Oui, lui est apparu effectivement comme ce personnage un peu incontrôlable, faisant des phrases, enfin ne faisant pas des phrases d'ailleurs. Enfin, son discours est vraiment très. Et répétant des slogans de campagne. Il avait besoin de marteler ses messages aveuglément, et en même temps, il ne répondait pas aux questions. Je ne sais pas si vous avez. Lester Holt lui posait des questions. Il répondait pas. Il martelait ses messages de campagne. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la question que vous lui posiez,
il ne répondait pas. Et elle est apparue meilleure que prévu, d'une certaine manière, parce qu'elle est toujours un peu scolaire, elle n'a pas un charisme terrible. Non. Mais là, j'ai trouvé qu'avec sa tenue rouge et son manifestement, elle s'est refait des mèches avant le débat. Elle était plutôt en forme et elle a eu des bonnes réparties. Oui, Alors justement, on va l'écouter, puisque Hillary Clinton, on peut le dire, a attaqué d'emblée son adversaire. On écoute ce passage. Il a réellement lancé sa carrière politique en se fondant sur des mensonges racistes, en disant que notre premier président afro-américain n'était pas un citoyen américain. Elle a attaqué Donald Trump. Elle a fait du Trump finalement. Elle lui reproche des mensonges, sans doute. Sans doute sait-il mentir aussi. Il ne faut pas oublier que Hillary est très bonne manipulatrice, menteuse aussi, sur ses emails, sur son état de santé, dans la façon dont elle a traité la presse l'autre jour. Alors justement, c'est elle qui a voulu porter d'abord le premier coup. La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ce qu'on dit. La meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, je l'ai trouvée plutôt bonne, en effet. Et puis, elle a eu ses propos. Je crois que je vous rejoins quand tu dis qu'elle a eu des réparties très intéressantes. À un moment donné, elle dit « Les mots ont leur importance quand on est candidat à la Maison-Blanche ». Et en effet, je crois que les mots étaient beaucoup plus du côté d'Hillary Clinton hier soir, que du côté de Donald Trump, que j'ai trouvé en effet plus présidentiable. Plus présidentiable. Oui, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que hier on voyait ce qui s'est passé pendant toute la campagne, c'est-à-dire que effectivement Hillary Clinton, depuis 30 ans qu'elle est dans le business public, bon parfois effectivement il y a un petit peu des approximations avec la vérité, on se demande où elle veut aller, etc. Il y a des choses qui sont pas complètement nettes, mais on est bien d'accord que le niveau de mensonge que pratique Trump est sur un autre plan, c'est-à-dire que lui peut dire vraiment des choses qui sont factuellement complètement fausses. Hier, il a répété qu'il avait dit qu'il n'avait pas dit qu'il était pour la guerre en Irak, alors qu'on a des vidéos où on l'entend le dire. Et donc, il est dans un plan du mensonge qui nous fait vraiment basculer, nous, collectivement, dans ce qu'on appelle la politique post-vérité. Il y a un débat en ce moment sur l'avènement d'une politique post-truth, entre guillemets, une politique où des populistes, des démagogues, etc., peuvent vraiment littéralement raconter n'importe quoi, et finalement ça ne gêne pas vraiment leur base électorale qui continue à les plébisciter. Ce qui est intéressant après ce débat, et tout à l'heure on le disait, c'est que les premiers sondages donnent quand même une large avance à Hillary, surtout CNN, 62-27. Je pense qu'à l'échelle nationale, on n'aura peut-être pas cet écart, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est voir comment les indécis vont réagir. On disait qu'il y avait 20 à 21% d'indécis, et d'après ce qu'on a vu sur CNN ce matin avec des indécis de Floride, ils étaient toujours indécis. C'est ça qui m'étonne, parce que quand même, on attendait Trump et on a vu Hillary. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut voir. Alors Trump, il a quand même attaqué sur les emails, et puis il a attaqué Hillary Clinton sur le terrain personnel et évidemment sur sa santé. On écoute cet extrait. Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie. Je ne crois pas qu'elle ait l'énergie. Pour être président de ce pays, il faut une immense énergie. Elle a fait oublier ses problèmes de santé ou ça a ressurgi dans cette émission? Non, parce qu'elle a très bien répondu après, vous avez coupé un petit peu trop tôt, parce que il a conclu en disant qu'elle n'avait pas non plus de tempérament, et on la voit sourire de manière éclatante et détrompant ainsi. Le sourire un peu moqueur quand même, parce qu'elle l'a laissé venir, elle voyait qu'il s'empêtrait dans ses contradictions, qu'il allait dans tous les sens. C'était du pain béni pour elle. Moi, j'avais l'impression vraiment que l'autre a déroulé le tapis. Donc elle a redoré son image à la fois sur le plan des affaires et puis sur le plan de la santé, de son état de santé, en fait, qui quand même inquiète les Américains. Maintenant, il faudra voir ce que l'Amérique profonde dit. Parce qu'il a fait des allusions à plusieurs moments en disant l'état de l'économie, c'est pas bon, et il citait les États qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Michigan. C'était très politique, de façon très ciblée. Maintenant, il faudra voir comment les Américains réagissent après ce débat. On aura d'autres sondages, on aura une moyenne nationale, mais quand même, globalement, si les gens ont du bon sens, ils doivent reconnaître que Hillary Clinton a pris une option. Je dis bien une option, parce que rien n'est sûr, tout peut se produire d'ici le 8 novembre. Il y aura encore deux autres débats. Et le prochain, d'ailleurs, n'est pas dans ce format où ils sont à deux face à un journaliste. Ce sera un format town hall, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux face à une foule, enfin bien contrôlée, qui pose des questions. Et là, Trump est bien meilleur en public. Elle n'a pas beaucoup de charisme. C'est ce qu'on lui reproche, effectivement. Vous vous souvenez de ce fameux débat town hall avec le public choisi, comme vous disiez, avec Bush père et Bill Clinton, quand Bush regarde l'heure comme s'il s'ennuyait, et là il a tout perdu. Il s'ennuyait, il était là. Historiquement, un débat comme ça peut faire basculer une élection?
ça peut modifier faire la mentir les vision, sondages. ça peut modifier la vision et le vote des gens. Faire gagner une élection, peut-être pas, mais là, ce soir, il n'y a pas eu de coup majeur, il n'y a pas eu de chaos. Elle a gagné au point. Elle a gagné au point. Oui, ça peut modifier marginalement, donc c'est pas énorme. Ceci dit, nous sommes dans une élection au coude à coude, donc cette marge peut suffire à... Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'élection est très ouverte encore aux États-Unis. On ne peut vraiment pas dire que l'avance d'Hillary Clinton peut se confirmer. C'est-à-dire que depuis des mois, on voit l'avance d'Hillary Clinton se réduire inexorablement, donc ce qui est quand même très inquiétant pour le camp démocrate. Et puis ensuite, il y a une difficulté de lecture de ces sondages, puisque c'est souvent des sondages nationaux, alors qu'on a affaire à une élection dans 50 États. Au suffrage direct, et donc il faut voir les swing states. Le suspense est donc encore total et vous viendrez certainement nous en reparler puisqu'il reste encore 2 débats aux États-Unis à suivre entre ces 2 candidats. Merci à tous les deux, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, et Christian Mallard, consultant diplomatique international pour i24 News et CNN. Retour en France à présent avec la campagne présidentielle. L'écart entre le discours et les actes. Autre question sur le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi a explosé au mois d'août, plus 50 200, plus 1,4%. On va écouter Myriam El Khomri qui s'est exprimée à ce sujet ce matin. En effet, il y a eu une forme de trou d'air au mois d'août. La tendance depuis le début de l'année était à la baisse du chômage. Pourquoi nous avons eu un trou d'air au mois d'août? Il y a en effet une saison touristique qui a été compliquée dans notre pays au mois d'août. L'hôtellerie, la restauration, les commerces de loisirs ont été impactés. Et, permettez-moi de le signaler ici, les chiffres de septembre sont plus rassurants aussi en la matière. Est-ce que vous pensez qu'effectivement on peut attribuer cette hausse du chômage aux attentats du mois de juillet ? Il est certain que les attentats ont dégradé la situation, notamment dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, on l'imagine bien. Mais on ne peut pas se contenter de cette explication. Ils se connaissent depuis longtemps, donc nous verrons bien. Mais moi, je suis arrivé 4 ans après, 4 ans plus tard au Front National, et je crois que Jean-Marie Le Pen est assez secret. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on apprend au passage sur cet épisode que c'est une sorte de confirmation. Les parrainages de maires pour être candidat à l'élection présidentielle sont utilisés comme une arme, en réalité, pour qualifier ou disqualifier un candidat. Qualifier un candidat qui peut vous arranger ou disqualifier un candidat dont vous ne voulez pas. Et donc on apprend que là, il faut donner 50 parrainages. C'est une rupture totale. Vous avez toujours eu vos parrainages, finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de consigne particulière. De manière, ça a été, alors ça ne sera pas le cas cette fois-ci parce que nous avons le nombre d'élus suffisant, mais ça a été extrêmement difficile à chaque fois. Et on voit bien qu'il y a une rupture avec normalement ce qui était l'esprit de notre Constitution. Les parrainages de maires, les signatures de maires étaient faits pour éviter les candidatures fantaisistes. Pour revenir Voyons à présent le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin. 9h, c'est l'invité de la matinale. Florian Philippot, député européen, vice-président du Front National. Se réjouit-il des bons sondages publiés par Ipsos hier? Est-il confiant sur une victoire en 2017 malgré le plafond de verre? Marine Le Pen peut-elle lisser son image et faire référence à De Gaulle sans perdre ses électeurs? Patrick Buisson affirme que Nicolas Sarkozy l'a mandaté pour rencontrer Jean-Marie Le Pen en 2007. A-t-il eu vent de ce rendez-vous? Nous allons lui poser toutes ces questions. À 9h15, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vice-président du Front National. Une réaction d'abord aux révélations de Patrick Buisson ce matin. Dans un livre, il affirme que Nicolas Sarkozy l'a mandaté pour rencontrer Jean-Marie Le Pen en 2007. Est-ce que vous avez eu vent de ce rendez-vous? Il parle de valeurs communes avec le FN. Alors non, moi je n'étais absolument pas au courant. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas au courant. Après, Patrick Buisson et Jean-Marie Le Pen, parce que c'est une tendance de long terme. Le chômage en France, il est massif et il augmente massivement. Voilà. Alors, quand on voit une ministre du Travail ou un gouvernement qui se résout à ce type d'explication, on n'est pas rassuré. En réalité, il n'y a pas de réflexion de fond sur la politique économique qui est menée. Est-ce que c'est une politique qui va dans le sens de la création de richesses en France, de la création d'emplois, de la réindustrialisation nécessaire, une nouvelle industrie innovante et moderne, celle qui créerait de l'activité et de l'emploi? Non, bien sûr que non. Il y a eu quand même le crédit impôt compétitivité emploi pour faire repartir l'industrie, les entreprises. Oui, mais qui a été capté d'ailleurs essentiellement par des grosses structures qui n'en avaient pas forcément besoin, au détriment des PME, des PMI qui, elles, auraient besoin d'être beaucoup plus soutenues, y compris par une fiscalité plus juste, plus progressive et donc moins lourde pour elles. Vous voyez, tout ça, c'est pas mis en place. Par ailleurs, est-ce qu'on a une stratégie face à la concurrence internationale déloyale?
Il y a des pays qui ont des stratégies. Les États-Unis, ils ont une stratégie. La Corée du Sud ont une. Alors là, on voit que le système les utilise pour qualifier ou disqualifier les candidats. Ça, pour revenir sur ce que dit Patrick Buisson, est-ce que vous trouvez qu'il y a des valeurs communes avec le Front National? C'est ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy à Patrick Buisson. Non, moi je n'ai aucune valeur commune avec Nicolas Sarkozy, que les choses soient claires. Sarkozy est un européiste, immigrationniste, communautariste, ultralibéral. Je suis à peu près l'inverse. Moi je suis patriote, je crois en l'indépendance, en la souveraineté nationale, je suis profondément démocrate. Sarkozy, lui, il annule les référendums comme il l'a fait sur la Constitution européenne. Nous, on veut faire des référendums et évidemment, si on les fait, c'est pour les respecter. Et nous croyons qu'il faut arrêter l'immigration et non pas l'organiser de manière intensive comme l'avait fait Sarkozy. Après, Sarkozy, parfois, utilise des mots en campagne électorale, ça fait 15 ans qu'il fait cela, qui ressemblent à ceux du Front National. Karcher, etc. Bon, il a fait ça en 2005, 2007, il recommence. Ça a marché une fois en 2007 et depuis ça ne marche plus. C'est normal parce que les Français ont vu